Ok, donc je donne la parole à Eric. Merci. Merci, cher Philippe. Avec plaisir. Merci à toutes. Merci aux organisateurs de me donner la possibilité d'être là aujourd'hui parce que, pour le coup, je n'ai pas une posture de consultant qui vient casser la croûte. J'ai plutôt une posture d'enseignant-chercheur qui s'interroge sur la professionnalisation des métiers de la formation et de l'accompagnement et du conseil. Et donc, du coup, à ce titre, à Rennes 2, je suis responsable d'un master qui prépare au métier de l'accompagnement, de la consultance et de la formation. Et vous savez comment ça se passe, les universitaires, ils sont un peu vus de Sirius. Ils disent ce qu'il faudrait savoir du monde. Et puis, il y aurait ceux qui sont un peu en bas, qui disent dis-nous, grand Manitou, ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, il y a un petit peu, nous on appelle ça dans le jargon scientifique, un basculement paradigmatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit, le savoir, il n'est pas du haut, le savoir, il est partout, il est ici, notamment quand les gens ont d'expérience. Et la question qui se pose en général, et peut-être plus particulièrement dans les métiers de l'accompagnement, c'est comment on coproduit du savoir et des connaissances. Donc il y a tout de même donc moi je viens dans cette perspective-là en disant, vous êtes des sachants. Moi, je bidouille et tout à la fin que j'ai des projets de recherche sur des recherches collaboratives, notamment avec différents réseaux. Mais je vois bien que l'enjeu, c'est les coopérations entre des experts, des spécialistes et des gens qui sont un peu des méthodologues, comme vous, pour organiser des projets de recherche-action avec une visée non seulement de produire des savoirs, mais de transformer le monde. Donc, il y a vraiment cette visée-là. Alors, petite joke pour Philippe. La co-construction, le problème de la co-construction, c'est que ça ne se décrète pas, ça se sécrète. Je vous propose qu'on sécrète. Je veux dire qu'on sécrète là dans nos échanges. Donc moi je suis assez, j'ai un fond un peu punk que j'assume. D'ailleurs j'ai expliqué aux organisateurs que j'ai pris un peu de vent ces derniers temps avec la Covid, donc j'ai assumé de mettre ma chemise un petit peu comme ça. Je dis ce que ça exprime. Hein. C'est-à-dire que je me sens bien. Je me sens bien avec mes rondeurs, mais je suis malgré tout quelqu'un de très sérieux. Donc, alors, je vous propose d'être un peu sur ce registre-là, c'est-à-dire un registre qui est à la fois pas désinvolte, mais qui regarde la marche du monde avec un peu de distance, sachant que derrière, tout de même, on travaille depuis quelques années sur vraiment des questions cruciales comme la professionnalisation, et Dieu sait qu'en ce moment, c'est vraiment très, très, très important. Alors, juste... Donc là, si vous êtes OK avec ça, j'avance, peut-être qu'à un moment donné, je poserai des questions, mais dès l'instant qu'il y a quelque chose qui vous interpelle, ou vous vous dites, mais là, il délire complètement, là, stoppez-moi. Stoppez-moi, j'adore les contextes dégradés. Non, je plaisante. J'adore maîtriser la non-maîtrise, pour le dire de manière un petit... Comment ? C'est ça. Non. Donc juste, c'est intéressant parce que tout à l'heure, quand vous présentiez les éléments de l'Assemblée générale, c'est assez inspirant parce que on voit, vous êtes un réseau professionnel. Alors, est-ce que vous êtes des gens de métier ou est-ce que vous faites partie d'une profession? Il faut qu'on en dise deux mots. Parce que ça a des impacts sur comment on se projette individuellement et collectivement par rapport à un développement professionnel. Donc ça, c'est hyper important. Juste, ce qui est compliqué aujourd'hui, donc il y a beaucoup de secteurs professionnels qui aujourd'hui se prennent la tête sur les enjeux de la professionnalisation et du devenir des métiers et des professions. C'est vraiment un truc ultra sensible dans tous les secteurs, nous on l'observe, dans tous les secteurs, le médical, le bâtiment, la grande distrie. Ils se disent, c'est quoi le monde demain, sachant qu'il y a à mort d'incertitudes et qu'il va falloir qu'on le fasse un petit peu, je ne veux pas être caricatural, à l'oriental, en se disant, dans les années 40-50, le monde était assez stable. On pouvait être dans des logiques de planification à la Gosplan soviétique, le monde était assez prévisible. Depuis quelques années, on voit bien que ça n'arrête pas de bouger, que c'est hyper instable. Là, la Covid nous a sidérés, on était tous comme des... Pardonnez-moi l'expression, mais à regarder la marche du monde et là, ce monde qui s'arrête, on était un peu sidérés et on était plusieurs et on est plusieurs à se dire, mais les crises sont consubstantiellement liées à la vie en général, à la vie des métiers, des professions en particulier, mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces crises ? Est-ce que du coup, c'est des crises où il ne se passe rien et du coup, ça devient des crises fatales en calanche? Ou est-ce que du coup, c'est potentiellement des crises de croissance ou de développement? Évidemment, l'hypothèse, c'est que dans notre, comme on dit, épistémologie, nous, c'est non. On sait que du point de vue humain, ceux qui ne sont pas capables de vivre des crises, ils dégagent.
Ceux qui ont compris que c'était substantiellement lié au vivant vont se transformer de manière plus ou moins volontaire. Donc c'est un petit peu ça qu'il y a derrière le propos. Alors peut-être juste dire que c'est important qu'on fasse la distinction. Vous êtes il y a beaucoup de spécialistes, d'experts. Moi, je n'ai pas votre expertise et vos spécialités. Moi, je suis plutôt un méthodologue dans les métiers de la formation et en RH management. Donc là, je voudrais, et si ce n'est pas le cas, dites-le moi et mettez-moi un coup de pied au cul, pour employer une expression chère à Charles, pour dire non, attends, là tu déconnes, c'est pas ton champ et tout, et me ramener à ma place. Je voudrais être en symétrie de position. Et je ne voudrais pas être en espèce de position de celui qui dit je sais quoi, on gamberge, on fabrique et tout, il n'y a pas de souci. Peut-être que vous connaissez la différence entre prévision et prospective. Juste pour qu'on soit d'accord sur un socle commun, la prévision, c'est Madame Irma, c'est la boule de cristal, c'est qu'est-ce qui va se passer dans 4-5 ans avec la flambée du prix de l'énergie, blablabla, blablabla. Ça, d'ailleurs, c'est souvent une position d'expert. Les experts, c'est Serge Tisson qui disait ça, les experts sont agaçants parce que souvent, ils viennent dire après coup ce qu'il aurait dû falloir faire. Et donc du coup, ça c'est la figure on les voit sur les plateaux télévision, quoi. Ils arrivent, ils t'annoncent la crise après coup, blablabla, blablabla, et tu te dis mais à quoi ils servent? C'est-à-dire qu'à aucun moment ça permet, au-delà de prédire l'avenir, c'est plutôt construire l'avenir. Donc il y a une démarche qu'on a menée avec plusieurs groupes professionnels, on est en train de négocier un truc avec le Centre des jeunes dirigeants, on l'a fait avec les Compagnons du Devoir, on le fait aussi sur l'évolution des métiers de la santé. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de toubib, ils ont inventé un nouveau truc qui s'appelle les infirmières de pratique avancée, qui vont pouvoir prescrire. Donc le monde bouge de partout, sauf que du coup, quand ça bouge comme ça, soit on a des politiques visionnaires, moi j'ai l'impression que c'est un peu le cas de la CPC, et c'est pour ça que ça m'intéresse d'être là, qui disent, nous, on n'en a rien à faire d'être un petit peu Madame Irma qui dit voilà ce que va devenir le monde. Nous, on a plutôt envie de s'engager dans une démarche prospective, et la prospective par rapport à la prévision, c'est une démarche qui dit voilà d'où on vient, voilà où on regarde un peu les tendances lourdes du monde tel qu'il est actuellement, mais surtout, on est capable de dire, nous, on a envie d'aller dans cette direction-là. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose d'hyper volontaire. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas comme un petit bouchon flotter au gré des mutations sociétales. On a une politique et on dit voilà où on veut aller. Donc se pose la question peut-être pour vous, dans votre métier, au sein de votre réseau, de dire le consultant à horizon 2035, il y a 3 possibilités de le concevoir. Soit on regarde comme ça, comme des agents agis par le monde, et puis on regarde passer le train. Donc ça, c'est une épistémologie, ça, 19e siècle, Durkheim, c'est on est conditionné par la marche du monde. Il y a des structures qui font qu'on est là où on est. Enfin, c'est un peu vrai, mais ça craint, quoi. C'est-à-dire que tu n'as pas décidé d'être né en 1955, 60, ici, de tel père, de telle mère, donc il y a une espèce de truc qui est un peu déterminé. Ensuite, la question qui se pose tout de même, c'est qu'est-ce que je vais faire de ce qu'on a fait de moi? Moi, je suis là, j'étais déterminé et tout, et soit... À 20 ans, comme disait Sartre, je ne suis pas responsable de la gueule que j'ai, c'est mes éducateurs qui sont responsables de la gueule que j'ai. Mais qu'est-ce que je fais de ça, quoi? Donc, 3 hypothèses, j'en fais rien. Une hypothèse, je casse tout et je suis en rupture, suture, ou soit je compose avec ça. Ce processus un petit peu de comment on advient comme sujet ou groupe est la même chose au niveau des métiers. Les métiers, donc il y a des métiers qui sont forts de tradition, ils sont porteurs d'une tradition. Est-ce que cette tradition les empêche de se développer ou de grandir, ou est-ce qu'à un moment donné, on est capable de se renouveler, de rebondir? C'est un petit peu le sens du travail qu'on a fait avec les Compagnons du Devoir. Assez spécifique, les Compagnons du Devoir, notamment les métiers du bâtiment, parce que c'est l'aristocratie ouvrière, il y a beaucoup de traditions, et le Tour de France, les rituels, c'est quelque chose de très ancré, et on sait que parfois l'hyperculture peut être un frein à la capacité à bouger, quoi. Et donc, en gros, si vous voulez, le travail qui a été fait, c'est un truc de dingue par rapport à 3 grandes transitions qu'on vit tous, et c'est pas fini d'ailleurs. Le mot transition est presque un peu gênant parce que la transition suggère qu'il y avait un avant et qu'il y aura un après, sauf que ce qui est flippant avec l'idée de transition, c'est que tu es un peu en suspension dans un entre-deux, quoi. C'est insupportable d'être en transition à un moment donné, il va falloir peut-être qu'on passe à autre chose, quoi. Donc les Compagnons du Devoir, on a fait le boulot, ils ont vu transition écologique numérique, un pierreux ou quelqu'un qui fait de la taille de pierre ici. S'il continue de bosser
comme au XIVe ou XVe siècle, ce qui est nécessaire, mais qui n'intègre pas l'idée qu'il va bosser avec des objets connectés, qui va bosser aussi dans un contexte où il y aura pénurie des ressources naturelles. Je pense notamment au sable, qui est en train d'être surutilisé par les grosses boîtes qui construisent les buildings en Afrique. On est juste mort, quoi. Donc, il y a une fin annoncée. Le monde est fini. Donc il y a 10-15 ans, quand on bosse avec les écoles d'ingé, il y a 10-15 ans, 20 ans, 30 ans, un âgé qui sortait des arts et métiers et tout, c'était vas-y mon gars, vas-y ma fille, le monde est infini. Aujourd'hui, les loulous là, qui sont formés, c'est pop, 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 va falloir faire attention aux ressources, etc., etc. Donc si vous voulez, on voit qu'il y a des grandes transitions, notamment la transition écologique et la transition numérique, qui fait que de toute façon, on l'éprouve. Ma dernière fille est née en 2002. Elle a 6 ans de moins que sa sœur qui est née en 95, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est digital native, elle ne peut pas s'empêcher d'être comme ça. Sa sœur se sent déjà un peu vieille alors qu'elle a juste 26 ans. Et on voit que, en plus de la transition, alors à la limite, je ne vais pas dire que je préfère la première, mais on est un peu plus connectés direct. Ça, c'est pas bien. Ah non, ça c'est pas bien. Je les aime toutes les deux. Je vous aime toutes les deux, les filles. Il n'y a pas de souci. Mais quand même, t'es chiante, Andrea, quand t'es sur ton truc et tout. On n'est pas. Enfin, la manière d'être présente présent au monde est différente, quoi. Je veux pas dire qu'elle n'est pas présente non plus, mais elle a une manière d'être qui est extrêmement différente. Et puis peut-être que sur les grandes mutations qui nous traversent. Vous avez entendu parler évidemment des phénomènes d'accélération. Il y a un super bouquin d'Arthur Rosa qui travaille ça et qui explique. J'adore parce que je vois des petites têtes, non, des belles têtes, vraiment des belles têtes, hein, qui font ça et tout. On est dans le sujet. L'accélération avec la dimension technique et technologique, c'est-à-dire que ça, c'était censé nous donner plus de temps. Et bien ça n'a fait qu'accélérer alors, les innovations technologiques, techniques, les transformations culturelles. Quand je dis transformation culturelle, on ne s'imagine pas, quand on regarde un peu de Sirius, on ne s'imagine pas. Ma femme est directrice de crèche. Il y a 15 ans, elle n'avait pas de couple homoparental. Aujourd'hui, elle a des couples homoparentales, donc ça veut dire qu'au niveau politique, du coup, la commune a dit bah oui, d'accord, on admet. Par contre, les auxiliaires de vie, enfin son personnel a dû, oui, alors les ATSEM, c'est à l'école, les auxiliaires de puère. Les auxiliaires de puère ont dû apprendre parce qu'au début, quand elles ont vu débarquer des couples de mamans, alors c'est surtout des mamans d'ailleurs, ça discutait dans les équipes. Et puis les enfants eux-mêmes, ils commençaient à se dire mais comment ça se fait que tu as 2 mamans? Et ça s'accélère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais, bon, je fais attention à ce que je dis, mais moi je suis responsable d'un master. Là, sur notre master 1, on a une jeune femme de 38 ans qui est notaire, donc qui est en reconversion professionnelle et qui veut s'orienter vers les métiers de la formation. Et on a un candidat transgenre. C'est la première fois. Donc on voit, si vous voulez, que sur les pratiques sociales, il y a une accélération. Il y a plein de trucs qui bougent et moi je dois dire que je pense être normalement câblé, ça me demande des efforts d'adaptation. Parce qu'au moment, j'étais comme un con, je dis il, je dis elle, et puis du coup je dis mais et je me suis senti, je me suis vu comme quelqu'un qui rame un peu pour s'adapter à ces nouvelles pratiques. Et ça me pose des questions sur l'année à venir parce que ça va me demander des efforts, un peu d'adaptation parce que ça va être de nouvelles pratiques. Et puis je vais voir ce qui va se passer au niveau des groupes. Donc 3 accélérations techniques, sociales, et puis il y a aussi les rythmes de vie dans lesquels nous sommes pris. Et peut-être que ce qui fait la différence entre des consultants ou des gens, des sachants, si on le dit autrement, c'est que nous, on a une disposition à être, on va voir ça juste après, à être à la fois là et pas là. C'est ce qu'on appelle la distanciation, la réflexivité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit la marche du monde, les organisations de travail, les gens qui vivent des situations un peu compliquées, burn-out et tout, et pas que, quoi. Donc évidemment, il y a des gens qui sont... Alors, dans les années 50, quand tu avais peur au boulot, c'était tomber d'échafaudage ou tomber du bateau. Aujourd'hui, la signification des transformations rapides, c'est j'ai peur de plus assurer, j'ai peur de plus être à la hauteur, je me sens empêché de travailler. Donc ça, c'est significatif aussi, et c'est aussi vrai dans la vraie
vraie vie, hein, enfin dans la vie perso, c'est quand les gens sont pris dans les accélérations, qu'ils ont la manche quasiment prise dans les engrenages et qui sont incapables de faire ce que Keegan, un collègue de Columbia, sont incapables d'être en distanciation et en réflexivité. Ceux qui aujourd'hui sont capables d'être en décentration et en réflexivité, ça craint pour eux au niveau de la santé, quoi. Ça, on le sait, mais alors, c'est même pas un truc... aujourd'hui, si on n'a pas de capacité réflexive en général, et je pense que c'est encore plus vrai dans les métiers de la relation, on est mort. Donc on verra, ça va peut-être configurer un petit peu la vision de ce que serait un consultant à horizon 2030, quelqu'un qui serait peut-être un praticien réflexif, distancié, capable de regarder le monde en étant là, partie prenante, mais pas partie prise. Et ça, on a l'impression que c'est facile comme ça. Enfin, je ne sais pas si vous allez bien, si vous allez toutes et tous bien, mais c'est un vrai sujet, quoi. La question un peu de la santé mentale et de la manière d'être au monde et de se situer dans le monde. Donc là, je ne vous la fais pas, vous savez mieux que moi, mais par rapport à l'ensemble des mutations dont on parle, notamment transition écologique, numérique, notamment accélération, tous ces secteurs-là, alors nous on est plutôt autre activité de service, bougent. D'ailleurs, c'était hyper intéressant tout à l'heure quand vous avez présenté les éléments de l'Assemblée générale. Le consultant aujourd'hui, alors consultant c'est un métier qui est récent. C'est après-guerre, me semble-t-il, notamment impulsé par le Tavistock Institute, des gens qui avaient besoin d'experts qui venaient dans les entreprises pour aider les entrepreneurs à améliorer leur mode de production, leur manière de gérer. Mais c'est un métier qui est récent. Les années 40. D'ailleurs, est-ce que c'est un métier, c'est une profession, on en parlera, vous me direz, mais c'est un métier qui est assez récent. On est d'accord qu'il y a des métiers qui disparaissent, il y a des métiers qui se transforment, il y a des métiers qui naissent. Aujourd'hui, on en parlait avec l'un d'entre vous tout à l'heure, il y a plein de métiers qui n'existent pas là et qui existeront dans 5 ans. Alors, vous me permettez d'être punk, enfin d'être un peu punk et tout. Vous savez que je vous apprécie beaucoup. Là, du coup, si, parce que c'est des sujets sur lesquels on travaille, parce que ça nous tourmente de la même manière, la question de la mondialisation. Et on se rend compte, alors c'est peut-être ce que Maffezoli appelle la postmodernité, on se rend compte que c'est plus trop un sujet. Pour le coup. Je vais donner un exemple, si je peux être provoquant. Moi, du coup, j'habite Orléans, je bosse à Rennes, et quand je suis à Rennes, je vis à Saint-Malo. Il y a l'Archer qui a monté le truc Brest Café, là, et lui, il a vécu au Japon quelques années, il s'est marié avec une Japonaise, un Breton qui se marie avec une Japonaise, ça veut dire quoi? Des galettes avec des sushis. Enfin, lui, il était un peu... Et quand il est revenu en Bretagne, parce que ça, c'est aussi intéressant, le rapport qu'il y a entre mondialisation et un espèce de monde abstrait, et sans frontières, et un monde hyper ancré, territorialisé, et j'ai cru comprendre que c'était l'identité de votre mouvement, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des liens qui se tissent. Et typiquement, lui, sur son bout de territoire, il relance la filière, quand on fait de la galette, c'est la galette au... Merci, parce que ça c'est un sujet, il y a le sarrasin, mais il y a aussi la bière. Ils vendent de la binouse aux Japonais, quoi. Et donc du coup, et lui tu le vois, donc c'est un paysan, il vient d'ouvrir un truc là sur la route du Mont-Saint-Michel, c'est un paysan qui est hyper ancré et qui a un rapport au monde qui est hyper ouvert. En revanche, il n'est pas ces victimes de la mondialisation où à un moment donné, ces espèces de grands tourments l'ont arraché. C'est la différence entre un territoire et un terroir. Lui, c'est peut-être plus un homme de terroir, d'ailleurs, que les territoires. Et donc, du coup, lui, il continue d'être un sujet ici avec son histoire et qui a aussi des projets pour le développement de son territoire, avec un rapport au monde et à ce processus de mondialisation qui peut, à un moment donné, apporter des ouvertures. Mais vous avez tout, je suis d'accord. Alors, ça, c'est faux cul, j'avoue, c'est faux cul à mort. Mais je suis d'accord avec vous, non, mais c'est sur le fait que la mondialisation a été beaucoup vécue comme quelque chose de sidérant et d'inquiétant, notamment avec la vague de délocalisation, où du coup, les gens étaient un peu paumés. On a vu aussi dans beaucoup de régions l'intérêt de revenir sur un territoire et de militer pour le développement territorial. Et d'ailleurs, merci pour l'intervention, parce que ça va être un vrai sujet sur la question du développement du consultant Horizon 2030. Est-ce que c'est quelqu'un qui est hors sol? Est-ce que c'est quelqu'un qui pense qu'à sa pomme, qui est indépendant? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est indépendant, c'est-à-dire qu'il a choisi d'être dans des relations de dépendance réciproque? J'avance sur les trucs, là c'est comme si on était à la 5e
5e slide. Et du coup, est-ce que du coup, c'est quelqu'un, et on le sait aujourd'hui, hein, si à horizon 2030-2035, tu n'as pas intégré l'idée d'être dans des pratiques coopératives ou collaboratives, tu es mort. C'est-à-dire que longtemps, et on est peut-être un peu héritier de ça, je vous la fais très très court, ça va si on fonctionne comme ça, c'est pas... Je lâche un peu les trucs parce que je ne sais pas vous, comment vous êtes fabriqués. Enfin, je crois savoir un petit peu comment vous êtes fabriqués. Nous, quand on est arrivé au monde, on est arrivé au monde, bon, on est une espèce prématurée, donc on a coupé le cordon, on a déjà été accompagné. Donc c'est peut-être pas des consultants ou des accompagnateurs, mais en tout cas quand on est né, il y a des gens qui nous ont accompagnés pour qu'on se mette debout, qu'on prenne le temps de... et puis voilà, et on a cheminé comme ça. Quand on va... Pardonnez-moi l'expression, elle est un peu triviale. Quand on va dégager, si on garde l'illusion qu'avant nous il n'y avait personne et qu'après nous il n'y aura personne, si on garde l'illusion qu'on est tout puissant, si on garde l'illusion qu'on n'est pas dans des relations de dépendance réciproque du début de notre vie jusqu'à la fin, on est mort. Individualisation des rapports sociaux dans les sociétés occidentales, fin des années 80, début des années 90. Allez, vas-y, je te pousse au cul et je crée les conditions. D'ailleurs, la discipline, la psychologie française est un peu à l'origine de ça. Je crée les conditions pour que tu penses que tu es ta propre cause et que tu n'as pas besoin des autres. Tu es donc avec un truc un peu surpuissant, donc les bouquins à la FNAC, développement personnel, machin, tu te regardes le nombril et puis du coup, tu te regardes tellement le nombril que tu as l'impression que les autres, non, attends, tu peux te regarder le nombril, c'est hyper important d'avoir une conscience aiguë de ce qui nous constitue et d'avoir même des ambitions par rapport à son soi, perso et pro. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on est des sujets sociaux. Les autres sont là, les autres sont hyper là dans notre manière de nous construire. On est on est des sujets pensants, mais on est des sujets pensants sociaux. Et si on n'a pas ce souci des autres, et alors après ça a posé problème, on va le voir, hein, on est juste mort. Donc peut-être que sur le consultant à horizon 2030 se posera la question de continuer de développer des agirs qui ne sont pas des agirs centré et pas autonome, c'est pas la même chose, mais des agirs où à un moment donné on peut être soit dans des réseaux où la question du collectif est primordiale, peut-être qu'on sera en difficulté. Je dis ça semble hyper romantique comme ça. Tu regardes, et là nous on l'a fait avec les compagnons de devoir, les jeunes, ils ont un esprit coopératif. Enfin, moi je suis né en 67. J'ai 55 ans, je les regarde, moi j'ai pas du tout été éduqué de la même manière, quoi. C'est-à-dire que je me rappelle au lycée, l'autre était un concurrent, quoi. L'école, encore aujourd'hui d'ailleurs, est peut-être un petit peu en difficulté avec ça, c'est qu'on nous dit « Ah, il faut être coopératif », mais on est tout de même dans une économie de marché basée sur la concurrence. Ce delta-là, c'est pas problématique, ça. La question, c'est qu'à la Jean-Claude Van Damme, 1 + 1 = 3, et il ne faut pas séparer le fait qu'on ait des sujets individuels avec nos propres dynamiques et le fait qu'on soit inscrit dans des collectifs. C'est les deux qui comptent. Si tu n'es que collectif, tu meurs. Si tu n'es que individualiste, tu meurs. Et tu meurs. En plus, le mot m'est sorti comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment comment on continue de devenir comme sujet professionnel, inscrit dans des réseaux, et avec cette idée, comme dans tous les réseaux, et ça, les petits jeunes, ils vont peut-être avoir des trucs à apprendre là-dessus. C'est ce que je dis à ma fille, hein. Les réseaux sociaux, il y a beaucoup de réseaux qui sont des réseaux de... merde. Parce que la question des réseaux professionnels, c'est la réciprocité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réseau qui tienne s'il n'y a pas un engagement avec de la réciprocité. Et je ne sais pas si Mathilda est là. Dans le travail de préparation, elle parlait d'un concept, c'est la première fois que je l'entendais, mais il m'a parlé, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, de redevabilité. Dès lors qu'on travaille avec des partenaires sur un territoire, avec sans doute un objectif commun qui est celui du développement économique, social, culturel, industriel, que sais-je, sur un territoire, il y a cette idée de redevabilité, et derrière le concept de redevabilité, c'est comme ça que je l'ai interprété, il y a cette idée de réciprocité. Et en fait, on voit que peut-être qu'il va falloir continuer d'apprendre à être réciproque dans des réseaux où la question du sujet et du groupe sera traitée un petit peu différemment. Vous connaissez la différence entre le réseau et le fonctionnement groupal habituel. Le réseau, d'ailleurs, c'est la figure de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Le réseau, avec des têtes de réseau, c'est la possibilité d'être organisé pour aller très vite.
dans des relations un peu de fraternité, pour pouvoir être efficace collectivement, mais avec des acteurs qui peuvent, à un moment donné, prendre une responsabilité individuelle. Je ne sais pas si on est dans une période où il va être important de résister, mais j'ai l'impression que développer des compétences de fonctionnement en réseau sur un territoire, avec ce qui nous constitue, c'est-à-dire peut-être l'illusion de l'indépendance et de se dire les autres, j'en ai rien à faire, mais la nécessité d'avoir une communauté de destin, je pense que ça va être ça aussi un petit peu le sujet. Est-ce que je suis abstrait ou pas ? Les petits jeunes qui arrivent, ils vont nous apprendre des choses sur la coopération. Et, ou pas. Mais ou pas, mais je vois certains, ou pas, parce que là, par exemple, c'est vrai qu'il y a des secteurs où c'est moins vrai. Là, ce truc-là, si vous voulez, c'est issu d'un travail qui a été réalisé avec les compagnons du devoir et dans plusieurs métiers. Vous voyez, on en a parlé un petit peu quand on fait parler les gens sur ce qui est en train de bouger. Là, plusieurs groupes ont évoqué ces choses-là. Alors, je ne sais pas si... Ah oui, il y a le petit truc et tout. Évidemment que les questions d'écologie, les questions technologiques sont importantes dans les métiers. Il y a aussi la question de la réglementation, de l'évolution des réglementations. Dans tout secteur confondu, il y a une thématique qui est assez intéressante, c'est la thématique des usages. Quand on a fait discuter les gens comme ça, on disait « mais quand tu parles d'usage, tu parles de quoi ?» L'usage, c'est par rapport à vos clients, par rapport à vous-même, par rapport aux personnes lambda, c'est la manière qu'ils ont d'utiliser un service, une manière d'avoir une pratique. Usage, par exemple, l'alimentation, le bio, c'est des usages. Les nouvelles technologies, c'est des usages. On ne va pas se mentir, tu es la plus jeune. Ça, on va pas. Et du coup, donc il y a la question des usages. On voit bien que ça, c'est un vrai sujet. L'alimentation, c'est un vrai sujet. Pour les entreprises, pardonnez-moi. Pour les entreprises, comment les entreprises vont transformer aussi leur manière d'utiliser, j'utilise le mot de manière un peu triviale, parce que ce n'est pas seulement utilitariste ou manœuvrier, mais qu'est-ce qui va changer dans leur manière de solliciter du conseil, de l'accompagnement, de l'intervention, de l'expertise. Il y a quelque chose qui va bouger. Charles, tu disais quelque chose d'extrêmement juste, si on en croit un peu les tendances lourdes là, de l'évolution du métier. Maëla Paul, qui est un peu une spécialiste des métiers de l'accompagnement, dit la même chose. Elle dit « on n'a jamais eu autant besoin d'accompagnement ». Alors, c'est intéressant ce que ça veut dire d'un point de vue culturel. Alors, les compagnons du devoir, qui sont quand même compagnonnés, partager le même pain. Accompagner, c'est la même racine. Accompagner, c'est avancer côte à côte dans une direction qui est commune. Et ce qui est extrêmement incroyable à notre époque, c'est qu'on n'a jamais eu autant besoin, d'un point de vue presque anthropologique, d'être accompagné. Mais vous voyez la figure d'accompagnement, c'est je te tiens la main et tout. Et à la fin du XXe siècle, on était plutôt dans le genre je suis indépendant, après moi là non, c'est attends, on arrête de déconner, on a besoin vraiment de faire communauté de sens et communauté de destin. Ça, c'est peut-être un vrai changement. Oui, Philippe ? Accompagnement. On va prendre l'exemple du père et de la mère et de l'enfant. Il y en a un qui commande et l'autre non. Par contre, quand on commence à dire... Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai pas entendu. Lequel ? Ouais, mais moi, je... Et donc, ce qui me gêne à un moment donné, c'est que si on n'a pas un parent qui est ouvert à des propositions faites par les enfants, ça pose souci. Et donc l'accompagnement, pour moi, c'est quelque chose aussi qui soit interactif. Et quand on voit l'entreprise et le consultant, par exemple, il faut qu'on soit en capacité de proposer des choses. L'accompagnement, ce n'est pas rester seulement dans les valeurs, dans la culture de l'entreprise, pas seulement. C'est aussi être force de proposition. Enfin, moi, je le vois comme ça. Autrement, ils font de la compétence interne et ça suffira. Voilà. Donc, il y a un vrai champ, là, aujourd'hui. Et donc, je me dis, est-ce que véritablement, l'accompagnement, c'est ce qu'elle recherche? Est-ce que l'entreprise recherche véritablement de l'accompagnement? Juste, ce qui est intéressant, alors, dans l'intervention de Philippe, il y a pas un implicite, mais quand il parle de l'accompagnement, il parle de l'autorité et du pouvoir.
Ces deux, alors j'ai un peu bossé dessus, j'ai coordonné un ouvrage là-dessus sur l'autorité et le pouvoir, et quand on en parle de manière discussion de bistrot, quand on parle d'autorité et de pouvoir, les gens ils ont des représentations ultra caricaturales, quoi. Quand on pousse un peu le bouchon, on voit que autorité et pouvoir sont des concepts anthropologiques, c'est-à-dire qu'ils sont consubstantiellement liés à tout fonctionnement sociétal et même individuel, sauf que le pouvoir pose problème dès lors qu'il vise la domination et qu'il crée les conditions pour que les gens n'adviennent pas leur propre cause. Donc ça, donc quand on accompagne ou quand on est accompagné, est-ce qu'on est accompagné par quelqu'un qui est sain dans cette question de pouvoir? Est-ce que du coup, il est dans une relation d'accompagnement qui est plutôt émancipatrice? On peut en parler 2 minutes. Hein. Donc on peut parler sur quoi porte l'accompagnement. Il y a l'objet. Et ensuite, comment c'est fait, quoi. Est-ce que c'est fait pour créer de la récurrence juste pour casser la croûte? Moi, j'ai répondu une fois à une commande, c'est au début, j'étais pas encore fonctionnaire à la fac, j'avais la dalle. Non, mais ça m'empêchait de dormir parce que je voyais les euros j'ai failli me faire embourber dans un truc où j'étais manipulé et où là, j'étais un outil pour un groupe, je ne le citerai pas, mais c'est le groupe Alfandéry qui a accompagné la fusion de 3 cliniques, des cliniques éponymes en région centre. Et du coup, j'avais tellement la dalle qu'à un moment donné, c'est eux qui avaient le pouvoir. Et c'est du coup eux qui me disaient, voilà comment... Donc il y a la question du pouvoir et puis il y a la question d'autorité. Ce que j'aime beaucoup dans le concept d'autorité, dans son origine latine, autorité augérée, augmentée. Moi, j'aime, quand je suis parent, alors moi, je réfléchis en même temps que je parle, je me dis, mais t'es juste pas crédible s'ils te voyaient avec tes filles, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai plutôt souvent l'impression d'être piloté par mes filles, mais je pense que je fais autorité parce que je crée les conditions de leur propre augmentation. Et je n'ai sûr, donc augérer, c'est augmenter, et ça me fait pas peur qu'elle soit plus grande que moi. Ça me fait pas peur. Au contraire, je trouve que... Donc, augérer, donc, je pense que je fais autorité quand je crée les conditions de leur propre augmentation. Et quand on fait du travail d'accompagnement ou du conseil, je pense qu'il faut être hyper au clair sur ces notions d'autorité et de pouvoir. Parce que la vraie autorité et le vrai pouvoir, c'est celui qui est émancipateur. Et on le sait très très bien. Et la grosse problématique du business, c'est comment et alors là, les sciences sociales et les sciences humaines pourraient être utilisées à mauvaise fin. Celui qui est malin, il peut même utiliser ces ressorts-là pour se faire du pognon, quoi. C'est-à-dire que plus tu es libéré de cette contingence économique et plus tu crées les conditions pour que les autres s'augmentent dans un travail d'accompagnement, plus ils viennent te chercher. Et du coup, il faut presque gérer un petit peu ça. Donc, et il y a beaucoup de cabinets d'ailleurs qui l'ont compris, qui font un peu de PNL, un peu de process com, machin, qui font une espèce de tambouille avec des espèces de stratégies de manipulation. Attends, c'est là juste du bon sens, quoi. Juste du bon sens, une éthique, une déontologie, t'accompagne, t'es assez clair, pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour savoir que ça vient. Donc sur les questions d'accompagnement, moi j'aime bien, donc, parce que peut-être que les métiers du conseil, de l'expertise, de l'intervention, de l'audit ou je sais pas quoi, ça pose évidemment les questions plus larges de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on chemine ensemble, et dans ce qu'on accompagne comme objet et processus, en effet Charles, il y a peut-être plusieurs niveaux, là sur les différents niveaux d'intervention. Alors je ne sais pas vous comment vous voyez ça, mais dans les formations de cadres sup et de cadres dirigeants, c'est une matrice qui est ultra connue, qui distingue les organisations de travail avec 3 niveaux. Le niveau, alors c'est un tort de ma part. Nous, on est gréco-romain, donc on pense le haut, le bas, le bien, le mal. On est naze à cet égard. Parce que si j'étais plus oriental, peut-être que je n'aurais pas mis niveau stratégique en haut, mais j'ai une espèce d'impensé qui fait que ce qui est stratégique est grand et ce qui est opérationnel est petit. Si j'étais plus punk pour je ferais un peu l'inverse. Donc je suis vraiment désolé, j'ai encore du boulot. Donc bon, le niveau stratégique pour les boîtes, mais c'est aussi vrai au niveau du politique, c'est un niveau qui s'inscrit dans un temps qui est long. Pas besoin non plus d'avoir fait Sciences Po pour savoir que dans l'hyper-impérativité du quotidien, de la mise en crise, où du coup c'est tout de suite maintenant, à chaque fois, les problématiques, elles se situent plutôt dans l'ici et le maintenant, quoi. Ça craint ici et le maintenant. Dans beaucoup d'organisations, on est coincé plutôt là. Et ce qui est extrêmement difficile, c'est le niveau plutôt politique et stratégique. Et beaucoup de chercheurs voient que notre problème aujourd'hui, c'est la crise des projections.
C'est-à-dire qu'on est un peu comme des mouches dans une boîte, tac, 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 on tourne. Et du coup, tu as rarement des politiques qui soient capables d'avoir un peu une vision et qui soient capables de dire voilà où on va. Et on en crève de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un grand déficit de mise en perspective projet. Putain, même si tu n'as pas lu Anthropologie du projet de Boutinier, tu sais très très bien que ce qui fait notre condition et qu'on est des hommes et des femmes debout, c'est que nous sommes en projet. Et que si moi, ce matin, je ne pense pas à mes filles, à ce que je vais laisser quand je vais dégager, je ne me lève pas, quoi. Je n'ai pas de motif de me lever. Ce que le modèle là, nous propose, c'est que dans notre manière de voir les situations, ce qui est important, c'est qu'on ait en tête. Donc en fait, rien de plus utile qu'un outil dès lors qu'il nous permet d'avoir une représentation assez juste du monde. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais non, dans toutes les organisations de travail, il y a ces 3 dimensions. Et que du coup, les temporalités ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc là, le niveau stratégique, c'est notre organisation à horizon 2010, 2030, 2040, 2050, quelle que soit l'organisation d'ailleurs. Le niveau fonctionnel, c'est comment on crée les conditions de mise en œuvre de l'activité dans un cadre un petit peu qui est pensé dans un temps qui est plus long. Donc là, on est sur du temps du moyen terme. Et puis après, il y a le temps de l'action. Quand tu vas nous, on bosse beaucoup, on est associé sur un master formation de cadres de santé à l'Institut de formation des cadres de santé de Rennes et des directeurs de soins. Pourquoi ils en crèvent? Ils en crèvent parce que souvent, ils sont là. C'était des infirmiers, des infirmières. Ils sont montés en grade. Et puis souvent, ils ne sont pas d'accord avec la direction. Et donc, comme ils sont parfois en difficulté et qu'ils veulent continuer d'être aimés de leur tribu d'appartenance, ils vont plutôt ici. Et en fait, quand on les accompagne pour le coup, ou quand on accompagne les comités de direction de ces établissements-là, mais c'est vrai aussi pour d'autres boîtes, je pense notamment à une boîte qui bosse dans l'agroalimentaire là en Bretagne, la question c'est, non, il y a peut-être une posture, on va faire la différence entre posture et position, à avoir quand on regarde tous ces trucs-là, c'est de se dire, il y a ces 3 niveaux, il y a peut-être un niveau qui est un peu flou, manquant, c'est celui-là. C'est une vraie question. Mais la position la plus, et je pense qu'elle votre intervention suggère ça, c'est que la bonne position, c'est la position du centre. Et être capable de se rapprocher, et puis d'être capable de comprendre l'articulation des enjeux de ces 3 temps-là. Mais, peut-être ce qui fait la différence d'un consultant, moi j'aime bien, c'est un vieux concept, le concept de marginal séquence et du Crozier, c'est les années 70, ça ne nous rajeunit pas, mais ce qui est pas mal, c'est qu'on peut être à la fois au milieu et puis sortir. Parce que du coup, on est dans des réseaux, donc on peut s'organiser, on peut travailler, répondre à des appels d'offres ou mobiliser des ressources. Donc l'idée peut-être, c'est d'avoir une représentation des niveaux d'accompagnement qui peuvent être très politiques, stratégiques, très fonctionnels dans le sens, c'est de l'organisation, comment on fait pour intégrer une nouvelle techno sur l'évolution d'un processus, qu'on soit dans l'industrie ou qu'on soit dans n'importe quel secteur, et comment du coup tout ça, ça s'opérationnalise dans l'ici et le maintenant. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je suis vraiment épaté de voir comment les gens ont l'impression que ceux qui sont là sont des tâches. Enfin, c'est la tâche, quoi. Et du coup, des fois, c'est scandaleux de voir comment Alors moi, pour le coup, je pense que c'est un manque de discernement, de penser que les gens qui sont dans le réel de l'activité au quotidien, je pense par exemple à des soignants, mais ça peut être vrai dans n'importe quel métier. Là, il n'y a pas longtemps, je suis vraiment désolé, c'est pas romantique, mais j'étais dans une boîte qui fabrique la meilleure andouille de Bretagne. Donc lui, il travaille avec des gens qui le matin, c'est les boyaux, ces trucs, c'est vraiment pas fun, quoi. Mais ils ont une espèce d'intelligence en situation dans ce qu'ils font. Et là, il vient de racheter une autre boîte. Et évidemment qu'il les a concertés. Il a fait Copernic et il a fait. Évidemment qu'il se rend bien compte que lui, pour élaborer sa stratégie, il a besoin des gens qui sont en prise directe avec le boulot, quoi. Et il n'est pas dans l'erreur des stratèges d'il y a 10-15 ans, en pensant que le monde était un peu clivé comme ça entre le politique et le stratégique. Et aujourd'hui, on sait qu'il n'y a rien de plus stratégique que le niveau évidemment opérationnel, quoi. Donc évidemment pour les dirigeants, ça les oblige à être un peu dans cette. Ouais, je trouve. Je suis intervenu la semaine dernière dans l'aéronautique là, et on s'aperçoit quand même que quand on essaie d'apporter de l'accompagnement, du conseil et autres, qu'on discute avec les dirigeants. Ils sont OK sur la politique à moyen terme et autres, mais en fin de compte, concrètement, ce n'est pas ce qui les intéresse. Ce qui me semble aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est de faire
du chiffre d'affaires à très court terme, quoi. Et donc, On n'a pas les mêmes clients, Philippe. alors, oui, mais quand on est sur un plan de sauvegarde de l'emploi, par exemple, et qu'ils sont préoccupés, les gens, par, je dirais, les licenciements et autres, et refaire du chiffre d'affaires à un moment donné pour justifier et accompagner leurs salariés, quand on discute avec ces personnes, en fin de compte, ils disent « Ah ouais, mais moi, à 3-5 ans, je me vois plutôt là. » Mais en fin de compte, quand on discute, c'est ce qu'ils ont besoin, c'est de l'immédiateté, quoi. Philippe, je peux me permettre un truc? Alors là, on est dans le sujet, hein. Et là, excuse-moi d'être un contradicteur. Moi, je ne fais pas du tout les mêmes expériences. Et je vais te donner Et je pense que justement, je sais que je t'apprécie aussi beaucoup, hein. Moi, je pense que le monde d'avant et le monde en train de se construire, elle est là, la charnière. Là, il n'y a pas longtemps, Vallée de Lyon, un jeune qui reprend la boîte des parents, ils font du décolletage industriel. Donc évidemment, il travaille beaucoup pour l'industrie automobile. Lui, il a quoi? Il a 35 ans et il est en train de réorganiser son truc et il dit dans 5 ans, je n'ai plus de taf. Avec la fin des moteurs à explosion, je n'ai plus de taf. Il regarde son père, il dit putain, il va falloir que j'attende qu'il calanche. Je suis un peu parce que lui, il ne bougera pas. Lui, sa vie, c'est le décolletage. Attends, mec, le décolletage, c'est plus possible, ça, quand il y aura des voitures électriques. Et donc, il dit, son père, il est obligé. Donc, lui, il est tout le temps là-dedans. Sauf que si on suit son père avec ces questions d'efficacité financière de suite, on est mort. Parce que lui, là, il est en train de penser à les 10-15 ans à venir et donc pas une reconversion, mais une autre manière de faire du business. S'il n'a que l'obsession du ici et maintenant, il est mort. Je vais te donner un deuxième exemple d'une boîte à Châtellerault. D'ailleurs, ils sont prestataires, c'est une boîte qui est dans l'industrie, mais de niche, et ils bossent beaucoup pour Zodiac. Et le type, alors peut-être que c'est un dirigeant atypique, mais je commence à en connaître beaucoup. Et je me dis que quand tu commences à voir des gens qui se posent beaucoup de questions comme ça, lui, en gros, le pognon, c'est évident que c'est quelque chose qui est important. Par contre, quand il rachète une boîte au nord de la Vendée, donc en plus, territoire, et qui décide de fermer sa boîte, et d'emmener ses 50 salariés dans un bus pour aller à la découverte des autres. Je me souviens dans un groupe de formation, les autres, ils disent « mais t'es con, tu vas perdre une journée de production ». Lui, qui était vraiment là-dedans, parce qu'il était là, mais il dit « mais tu crois que je suis con à ce point de dire je ferme ma boutique pendant une journée et ça va me coûter plus cher que le gain que j'aurais en matière d'organisation de la mobilité, etc. » Et là, je trouve, pour moi, franchement, et je fais plus que le penser. Je l'éprouve. Je vois que ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est une manière de concevoir peut-être l'activité hyper centrée sur l'ici et le maintenant. Je pense que ça, c'est terminé. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est vraiment la question du sens. Donc évidemment qu'il y a la question politique et stratégique. Et les générations montantes, moi j'ai plein d'exemples où tu as des industriels qui embauchent une convention CIFRE et tout, et des gens qui disent mais presque le pognon, c'est plus le... Et quand tu vois par exemple un vrai phénomène qui est le phénomène des slasheurs, où évidemment qu'il faut gagner un peu sa vie, mais que la question du sens du boulot est essentielle. Aujourd'hui, également, un dirigeant qui bosse dans une boîte, qui fait du conseil financier, à un moment donné, comité de direction, il présente SN-1, il dit « bon, on va augmenter le chiffre ». Et il y a un jeune, donc 4 sup, qui lui dit « mais pourquoi ?» Et il s'est trouvé comme il s'est dit « mais quand on me pose cette question, ça m'amène moi-même à me dire « mais pourquoi ?» Attends, on n'est plus dans les années 70-80, c'est plus ça le sujet. Et que si on reste un peu branché là-dessus, on est mort. Et moi, je pense que ceux qui font du recrutement, notamment des jeunes générations, qui voient l'appel au sens. À l'hôpital, pourquoi ils n'arrivent plus à recruter ? Pourquoi ils n'arrivent plus à recruter des infirmières et des infirmiers qui sont aussi des zappeurs et des slasheurs? C'est parce que, évidemment, qu'il y a question mais il y a les questions de sens. Et quand aujourd'hui, on leur dit il faut que tu tapes des soins dans des contextes hyper dégradés, ils disent j'ai pas envie de faire un boulot de soutier, quoi. Si toujours autant. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que je pense que tu me parles d'entreprises qui ont une vision à moyen terme et autres. Moi, je te parle d'entreprises qui sont en grande difficulté aujourd'hui. Et que quand tu arrives un PSE qui coûte 600 emplois au départ, et aujourd'hui, avec une reprise d'activité importante par Airbus, par exemple, ils cherchent 120 personnes, ils n'en trouvent pas une.
Et là, aujourd'hui, tu leur demandes, tu peux penser en tant que consultant que c'est vrai que si on donne un peu de positivité dans le système, mais aujourd'hui, les dirigeants ne sont pas là-dessus. Leur problème aujourd'hui... Tu parles bien des dirigeants des boîtes avec un gros actionnariat. C'est une boîte oui, qui fait 1600 personnes, bon, et qui aujourd'hui sont tributaires, et qui sont gros sous-traitants, mais qui sont tributaires effectivement d'une politique qui est visionnaire, avec de la vision comme Airbus par exemple, qu'eux ne peuvent pas avoir. Donc si toi tu arrives en tant que consultant en essayant, entre guillemets, de leur donner une vision à moyen terme, et tu sais pertinemment qu'ils ont vachement de mal et ils sortent d'un PSE, c'est très compliqué. Donc notre position en tant que consultant, il faut savoir où on intervient et avec qui. C'est ça. Donc du coup, ça. Ultra d'accord là-dessus, et on va boucler, mais ok. Dans la formation des consultants, on parle de résister à la commande. Pour justement dire, mais attends, quand je fais du business, c'est le mythe de Faust, tu vends ton âme au diable pour casser la croûte. Et moi, ça m'évoque sur un parcours de vie en général et de vie pro en particulier, ça me renvoie à une notion qu'on avait déjà partagée, Charles, agent, acteur, auteur. Et du coup, qu'on soit dirigeant d'ailleurs, et qu'on soit consultant, qu'on soit personne lambda, c'est vraiment ça se voit, les gens qui traversent la vie en étant agents. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont intégré qu'ils n'avaient aucun pouvoir sur leur propre vie et sur la marche du monde. Ils utilisent beaucoup la forme passive, j'ai pas le choix, et donc ils traversent la vie comme ça. Ça, c'était beaucoup le cas avant le XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on ne s'autorisait pas forcément à développer peut-être plus une posture d'acteur, voire d'auteur. C'est un collègue de Paris 8 où j'ai fait ma thèse, qui est décédé maintenant, mais qui a travaillé là-dessus sur ces trois concepts-là, agent, acteur, auteur. Et il dit, parce que je pense que ça a à voir sur comment on accompagne et comment on développe sa propre autorialité. Est-ce qu'on continue d'être un outil pour soi-même et un outil pour les autres? Ça veut dire qu'on est agent ou acteur, on joue un rôle pour un truc qu'on n'a pas écrit, ou est-ce que du coup on développe un pouvoir d'agir qui va un petit peu au-delà? Moi je pense que quand on parle des niveaux de développement des consultants, nous dans le métier on dit qu'il faut avoir, ça m'arrange, qu'un bon consultant c'est quelqu'un... Elle est partie, la petite jeune, c'est un bon consultant, c'est quelqu'un, ou une consultante, alors, vraiment désolé mesdames, c'est moins glamour, mais un bon consultant c'est quelqu'un qui a un peu plus de 40 ans et qui a un peu de bide. Parce que du coup, alors le bide, il est intéressant en psychanalyse, parce que le bide, c'est quelque chose qui permet de prendre de la distance avec les situations. Et puis surtout, quand tu as un petit peu de bide, t'es moins à chercher le cacheton, quoi. Donc il y a une espèce de truc, pépère tranquille, donc tu es un peu comme ça. Et peut-être que c'est une fois que tu es un petit peu comme ça, t'es plus trop en quête de reconnaissance. Aimez-moi, et oui, comme je suis bon, quitte à faire n'importe quoi. Il y a un truc qui dit non, maintenant, moi je sais un peu ce que je veux, je sais ce que je peux, je sais ce que je veux, et maintenant créer les conditions d'une mise en convergence divergence mais saine, sachant que moi je suis aligné. Alors peut-être qu'il y a quelque chose d'important à voir là sur donc acteur. Alors peut-être que dans le parcours d'un consultant, et peut-être que demain le consultant devra peut-être très rapidement développer un niveau d'autorialité sur la conscience qu'il a de lui-même et ce qu'il veut faire de sa vie perso-pro, peut-être plus qu'avant. D'ailleurs ça pose question par rapport aux jeunes consultants qui arrivent, qui ont 25 ans, 26 ans, qui ont fait une grande école ou qui ont fait un Master 2 et puis qui viennent avec une expérience qui est la leur. Mais moi, j'aime bien l'idée de l'expérience qu'est l'école de la vie qui fait passer l'examen en premier et qui donne les leçons après. Les gens qui sont plutôt dans un format scolaire, ils ont un rapport à la vie qui est moins, nous on appelle ça expériencé. C'est-à-dire qu'accueillir l'expérience de l'autre, c'est être capable de s'être pris quelques calottes parce qu'il y a des choses qui ne s'apprennent pas dans les livres. Et il y a beaucoup de choses dans nos métiers qui sont hyper expérientielles. Et par contre, il faut le débriefer. Juste peut-être sur la distinction entre posture et position. Parce que donc là, la question, c'est tout de même l'évolution de la posture de consultant horizon 2030. Position. C'est langage issu du langage militaire. Position, objectif, c'est cool quand tout ça, ça ne bouge pas. Et je prends toujours l'image de Sarko en 2000, juste avant la crise. Il était là, il avait plein de projets, de réformes et tout. Il commençait déjà à être sous cocaïne, je pense, parce que... je respecte, il fait ce qu'il veut. Puis il commençait à être un peu comme ça, et à un moment donné, ses conseillers ont dit hop, Pépère, tu te calmes.
Là, il y a plein de choses qui arrivent. Si toi, tu continues de dire « je vais bien, tout va bien, on va dans cette direction », t'es mort. Ça a aidé un peu les gens qui travaillent sur la question de la posture et de la position. J'ai une collègue à Rennes 2 qui travaille là-dessus. Et on a écrit un article ensemble sur une définition de la posture qui serait la capacité à bouger dans ses positions. C'est-à-dire que la position, elle est nécessaire pour qu'on puisse être repéré et repérable du point de vue de l'extérieur. T'es où ? T'es où ? Bah, je suis là. Par contre, si je suis trop statique, et puis que du coup, je manque de souplesse cognitive, intellectuelle et presque physiologique, je vais me casser. Et surtout, je risque d'être dans l'imposture. Parce qu'à un moment donné, ma manière de voir le monde et ma manière de dire voilà là où il faut aller, elle ne sera plus adaptée. Donc la capacité à bouger dans ces positions, c'est pas être une girouette, mais c'est être capable de faire un pas de côté. Et donc, pour le coup, la posture, ça s'apprend. Et il y a beaucoup de gens qui ont un propos sur la posture et qui sont dans la posture parce qu'ils ont beaucoup de mal à bouger dans leur position. Donc, pour moi, là, ça renvoie vraiment à quelque chose d'important pour les années à venir. Moi, je pense que les petits jeunes, on les prépare pour ça. C'est cette espèce de disposition à être assez lâche vis-à-vis de leur rapport au monde. C'est-à-dire que nous, pourquoi on est tarés ? Nous, on est tarés parce qu'on est l'homo faber. On est je me maîtrise, je maîtrise le monde, je maîtrise les autres. Dans les années qui viennent, c'est attends, tu seras super dans la maîtrise quand tu comprendras que l'objectif, c'est de maîtriser la non-maîtrise, quoi. La Covid l'a montré, quoi. Et moi, j'ai l'impression que pour demain, la révolution presque un peu copernicienne ou cognitive, ce sera d'avoir un rapport au monde qui est justement un rapport détendu par rapport à ça. Quand je parle de ça, c'est valable sur toutes les scènes de la vie, hein. En tant que parent, en tant que mari, femme, en tant que... dès l'instant qu'on veut tenir le monde et se tenir soi, faut vraiment, il y a un bouquin qui est hyper intéressant, enfin, je trouve que c'est un bouquin pour consultants, c'est de François Julien. François Julien, peut-être que vous connaissez, il est intéressant, il y en a très peu, c'est quelqu'un qui est philosophe gréco-romain, mais qui est sinologue aussi, qui a étudié beaucoup la philosophie chinoise. Et donc il a écrit un petit traité de stratégie hyper intéressant pour les dirigeants. Et il a surtout écrit un bel ouvrage qui s'appelle « Les transformations silencieuses ». Et du coup, il montre comment nous, des fois, dans notre manière d'être au monde, notamment dans tout ce qui est pilotage de projets, etc., comment on force, comment on pousse, comment on veut tout maîtriser. Et en arrière-plan de ça, il y a des centaines d'années de culture gréco-romaine qui s'origine 500 ans avant Jésus-Christ, où on a un rapport au monde où on fonctionne de manière binaire. Alors qu'en fait, on voit bien que la question, c'est pas de maîtriser les choses pour qu'elles adviennent. Si on est un peu plus oriental, on dirait qu'il faut créer les conditions pour que ça advienne. Et on devient beaucoup plus réaliste quand on est un producteur de conditions pour que les choses adviennent. Mais si on est obsédé pour que les choses adviennent, alors elles n'adviendront pas. Et je trouve que culturellement, c'est important. Enfin, moi, je fais beaucoup d'activités, d'analyse de pratiques langagières. Et tout à l'heure, j'en ai chopé une. Je crois que c'était la vôtre. Je vais écouter. Sur, ouais, il y a ça, mais il y a le business. Mais du coup, c'est plutôt conjoint, c'est ça et ça, quoi. C'est comment du coup comment on continue de faire un métier avec une unité sociale, et du coup il y a ces espèces de dimensions qui paraissent en tension, mais qui sont pareilles à deux faces d'une pièce. C'est-à-dire que c'est pas ça ou ça. Parce que si c'est ça et ça, ma pièce d'1 euro, je ne peux plus l'utiliser pour aller acheter une baguette, mais c'est ça et ça, donc deux faces opposées qui constituent un objet qui a un sens. Et j'ai l'impression que sur les dispositions à développer, alors Edgar Morin, il appellerait ça la complexité, hein. Donc ça va s'accélérer, ça va se complexifier, dès lors qu'on est capable d'observer dans les tensions du monde, dans ses propres tensions à soi, d'ailleurs, des articulations à découvrir, peut-être que là, on ira mieux. Ouais. Oh, merci parce que... Très simplement. Ah bah, très simplement, mais en même temps, il vient nous donner une leçon d'épistémologie. Alors j'adore. Très simplement, c'est super fin de rappeler qu'on parle plutôt de dimension et pas de niveau. Et que si on parle de niveau, alors il y a un risque de biais cognitif qui pense le haut et le bas. Quand on bosse sur des concepts, on leur donne justement des dimensions et pas des niveaux. Et tu as raison, peut-être que le basculement, si on devait penser ça à travers l'évolution du consultant à horizon 2030, c'est cesser peut-être de penser niveau, mais davantage penser dimension et voir qu'il y a des phénomènes, des situations avec des dimensions articulées, mais que dès lors qu'on les pense par niveau, on les hiérarchise. Et du coup, ça altère notre appréhension et compréhension du réel. Et c'est
c'est même pire que ça, parce que si le dirigeant il dit moi je m'en fous de la stratégie où j'ai pas de niveau, il ne rentrera pas dans le débat. Ouais. Et dans toutes les. Donc en fait le niveau c'est évalué, quoi. C'est juste, Carrément. Ouais. Donc il faut absolument prendre ça en compte. Ouais. Je vais le noter parce que c'est chouette, c'est marrant parce que tu vois, j'ai utilisé le terme et ça veut dire que dans ma tête, il y avait cette idée de niveau. Je me sers de ce que tu dis un peu comme un consultant en disant, mais il a tout à fait raison. Et deux, ça montre comment peut-être dans un processus, il faudrait passer d'une conception du monde qu'on voit par niveau, et on se situe toujours par ce niveau, et derrière il y a des questions d'évaluation, à quelque chose de beaucoup plus complexe, qui nécessite une vraie posture un peu distanciée. Je voulais peut-être, encore un quart d'heure. J'ai encore un quart d'heure, parce qu'on a deux questions à vous poser. Je voudrais peut-être là, on aura fait à peu près le tour, mais j'ai pas du tout suivi le. Oui. Enfin bon, ça va. Comité d'adaptation. Ouais, c'est pas que je suis un peu plus rock quand même que. Adaptable. Ouais. Du coup, petite question adressée comme ça, et puis vous avez sans doute la réponse. Vous êtes plutôt des femmes et des hommes de métier. Vous avez un métier? Est-ce que vous avez un métier? Ok. Parce que c'est important qu'on revienne à la notion de métier. Donc là, on convoque plutôt la sociologie des métiers, des professions, mais parce que tout à l'heure, j'ai vu que vous parliez de profession et métier, c'est pas tout à fait la même chose. Mais il y a quelque chose qui est sûr, c'est que le métier n'existe que parce qu'il représente socialement quelque chose d'utile. C'est-à-dire que tu discutes avec n'importe qui, tu dis t'es boulanger quoi, t'es infirmière, Là, quand tu dis t'es consultant, on voit bien que c'est un métier qui est en train qui continue de se construire parce que les gens ont des représentations qui peuvent être un peu tronquées et la force d'un métier, c'est de produire du corps social, surtout quand il devient profession, et qu'il y a une organisation censée représenter les intérêts d'une profession. La différence, profession, c'est plutôt un terme anglo-saxon, alors, parce que du coup, après, on va enchaîner sur professionnalisation et conditions de la professionnalisation, mais donc métier en construction, en transformation, ça va être aussi le sujet de cet après-midi. Qu'est-ce qui fait que dans vos activités, là, il y a des choses qui changent et des activités qui vont changer, des compétences qu'il va falloir développer ou non? Est-ce qu'il y en a certaines que vous sentez comme quelque chose de nouveau à venir? Je fais un petit peu de teasing pour l'après-midi parce que ça va être super sympa et intéressant, ça, le travail en atelier. Et du coup, avec cette idée de se dire, on est des femmes et des gens de métier. Ah ben oui, je suis donc consultante accompagnatrice. Après, j'ai tout un tas de valeurs sur la question du sujet, etc. Donc, il y a donc des gens de métier qui deviennent différents de gens de métier qui adviennent. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas un réseau qui crée les conditions pour que vous puissiez continuer individuellement et collectivement à développer un métier et ou une profession, vous êtes mort. Quand on dit qu'un métier advient, c'est quand un métier devient fragile, qu'il n'a pas de représentation collective. Parce qu'un métier, c'est du corps social. C'est pour ça que j'ai adoré tout à l'heure la présentation de dire attends, ici c'est pas un club d'affaires. Ouais, parce que ça, le club d'affaires, c'est un peu autre chose, quoi. Donc là, on est dans un réseau qui accompagne des gens, des femmes et des hommes de métier dans l'accompagnement, l'intervention, l'expertise, le conseil, l'accompagnement, la formation, que sais-je. Et du coup, il y a quelque chose qui se tient, quoi. Donc, différence entre métier et profession, c'est que métier, c'est reconnu socialement. Peut-être que là, on est à la moitié de la traversée et que les enjeux pour demain, c'est que du coup, tous les métiers du conseil de l'accompagnement soient reconnus comme un vrai métier, utile socialement. Et ce que tu disais, Charles, sur les demandes qui vont augmenter, soit ça augmente, il y en a qui vont évidemment se répartir le truc, mais après tout, il faut peut-être se positionner encore plus durement sur son métier. Et alors pour continuer de devenir des femmes et des hommes de métier, il y a évidemment ce qu'on abordait ce matin, qui est la professionnalisation. Alors la professionnalisation, on va se faire un clic droit. On va se faire un petit clic droit parce que donc nous on travaille dans les métiers de la formation, de l'accompagnement. Et la professionnalisation, c'est un terme c'est fin des années 90 où on a commencé à parler de professionnalisation. Et quand on parle de professionnalisation par rapport à la formation, et tout à l'heure il y a eu des questions sur des questions qui étaient plus en rapport avec des actions de formation. Et en fait, je vous propose vraiment, là, pour ouvrir le débat et puis préparer le travail de cet après-midi, la professionnalisation, c'est beaucoup plus large que la formation.
D'ailleurs, nous, on travaille avec un spécialiste de cette question-là qui s'appelle Richard Witorski. Et j'adore son boulot parce que lui dit il y a trois dimensions à la professionnalisation. Il y a professionnalisation des métiers, il y a professionnalisation des organisations pour pouvoir le faire, et il y a la professionnalisation des gens. C'est déjà vachement fin de dire ça, parce que quelqu'un qui serait compétent, mais qui serait dans des environnements pourris, il ne pourrait pas faire son boulot. Donc la question de là où on fait le travail, donc les organisations, les réseaux et tout, c'est extrêmement important. Quand on dit professionnalisation du métier, ça veut dire que le métier représente, d'un point de vue sociétal, on sait quelle est la contribution, l'utilité, à quoi ça contribue, quoi. Et donc, penser la professionnalisation selon ces trois dimensions, c'est déjà intéressant parce que c'est se dire, mais si moi, à un moment donné, je veux me professionnaliser, ça posera forcément la question des organisations dans lesquelles j'évolue et dans lesquelles je suis, mais peut-être dans lesquelles je vais intervenir. Ça va aussi questionner comment on se représente ma fonction. C'est-à-dire que quand tu arrives dans des environnements professionnels et où les gens te reconnaissent comme professionnel, c'est beaucoup plus facile que quand t'es pas identifié, quoi. Donc professionnalisation métier, professionnalisation organisation, professionnalisation personne, ça c'est quand même assez intéressant. Je trouve que le réseau, un réseau comme le vôtre, c'est une structure, une organisation qui accompagne votre professionnalisation. Et vous-même dans vos organisations, que vous soyez indépendant ou que vous bossiez en réseau, il y a tout de même une forme organisationnelle. Et plus cette forme, elle est professionnelle, plus vous pouvez faire votre boulot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, répondre à un appel d'offres, quand tu bosses en réseau, quand tu bosses en coopération, quand tu n'es pas que dans la concurrence, c'est une autre paire de manches, notamment quand tu as développé des compétences coopératives et non pas une posture où tu vois tous les consultants comme des ennemis ou des concurrents potentiels. Ça, c'est un vrai apprentissage, quoi. Développer des compétences coopératives dans des réseaux qui sont organisés pour qu'on puisse réagir vite et être bon à plusieurs, ça, c'est des vraies nouveautés, quoi. C'est-à-dire que si à un moment donné on bosse dans des réseaux qui sont juste des réseaux d'opportunités pour faire des coups, ça c'était bon il y a 10-15 ans, c'est plus valable. Enfin, aujourd'hui, tu ne peux plus fonctionner par coup. Là, j'ai un petit coup, j'ai du pognon. Non. Attends, il y a quelque chose où là, tu t'inscris dans une histoire qui est un peu plus longue. Et ça renvoie tout de même à la question de l'identité professionnelle, quoi. L'identité professionnelle, c'est l'espèce de convergence qu'il y a entre ce que moi je veux de ma vie et ce que le monde attend de moi, quoi. Et c'est positif quand c'est raccord. Donc voilà, donc professionnalisation, c'est ça. Et donc, juste pour terminer sur les voies de la professionnalisation, quand on se forme, ici, c'est un moyen de professionnalisation, mais pas que. Il y a des gens ici qui sont spécialistes de la FEST. Il y a tout un tas de dispositifs qui sont professionnalisants. Un atelier où on réfléchit, où on gamberge, c'est professionnalisant. Donc il y a Richard Witorski qui a montré qu'il y avait 6 voies de la professionnalisation. Et que dès lors que les gens... Alors, il y a des congrès où tu prends de la connaissance et puis tu dis bon, c'est un mode de professionnalisation. Par contre, le fait de se mettre autour de la table, de réfléchir, de problématiser, de faire intervenir des gens, c'est aussi un autre mode de profession. Je voulais juste terminer peut-être sur un truc, j'y ai pensé ce matin, j'ai pensé à vous, j'ai pensé à nous, et il y a une spécificité tout de même dans vos activités, c'est que vous, au fond, si on vous situe, vous êtes dans le quaternaire, dans le secteur quaternaire. Le quaternaire, c'est... Si, mais bienvenue dans le monde quaternaire. Vous allez voir, c'est super. Non. Si, alors... Allez, donc pas primaire, pas le secondaire, pas le tertiaire. Nous, on est dans le quaternaire. Alors quand on dit on est dans le quaternaire, vous regardez sur Google, ça fait quelques années que les gens bossent sur ces espèces de nouveaux domaines. Il est intéressant ce domaine pour dire là où on est et réfléchir sur là où on va. Parce que le conseil, l'accompagnement, c'est du quaternaire, c'est-à-dire que on peut donc c'est du transversal. C'est de l'hyper-transversal. Tu peux bosser avec des geeks sur une application qui va être utilisée par des agriculteurs. Et donc là, ne se pose plus la question de t'es là dans l'agriculture ou t'es là dans l'informatique ou machin. Non. Toi, tu vas bosser à la fois avec un agriculteur, à la fois avec un machin et tout. Donc il y a quelque chose qui est en rapport avec une fonction transversale assumée. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, par rapport aux acteurs du quaternaire, c'est que ce sont plutôt des gens extrêmement formés.
Et la bonne nouvelle, notamment pour les plus anciens, c'est que dans nos secteurs, on voit, et là j'en regarde un en particulier qui m'a parlé de son parcours, il y a beaucoup de gens qui sont aussi issus de la formation professionnelle continue, qui ont commencé dans un métier, et puis après qui avaient le choix entre soit faire du management, de la direction, puis qui se sont dit mais non, c'est montré ça en sociologie des professions, hein, les gens qui disent bah attends, ou alors j'en ai soupé dans mes fonctions de RH, et du coup je mets mes compétences à disposition plutôt sur des fonctions de conseil, d'accompagnement, de formation. Donc il y a l'hyper-qualification, une appétence de toute façon à se former. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer des gens qui soient comme ça dans des fonctions un peu transversales, dans des contextes où ça bouge beaucoup, il y a obsolescence des savoirs ultra rapide. On ne peut pas imaginer que ce soit des gens qui soient assez passifs par rapport à leur propre élan de transformation. Et alors, dernier point, pour moi c'est le plus kiffant, pardonnez-moi l'expression, c'est le plus intéressant, c'est que dans vos métiers, pour l'avenir, aujourd'hui, il se passe un truc au niveau de la recherche en général, la recherche en sciences sociales et en sciences humaines en particulier, mais c'est vrai aussi dans les sciences dures. La question qui se pose, c'est les alliances sciences-société. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le Covid nous a montré le grand désarroi des gens qui sont censés produire de la connaissance face à leur incapacité à comprendre ce qui se passait dans un domaine bien particulier. Depuis la fin des années du siècle dernier, on a compris que les gens qui sont impliqués dans la marche du monde ont plein de savoirs, d'expériences qui ont un niveau de généralisation énorme. En fait, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui savent et qui vont dire voilà c'est quoi être bon consultant ou c'est non, il y a des communautés qui doivent faire alliance pour coproduire du savoir. Et nous, ce qu'on développe dans mon labo, donc on développe sur les co-recherches. Les recherches coopératives. Tu n'as rien de mieux qu'un consultant, qu'un économiste et qu'un géographe ou je ne sais pas quoi qui bossent ensemble. Et des fois, tu vois que bon, le chercheur, il peut être un peu perchouille. Et que ce qui est super intéressant, c'est d'organiser la rencontre des mondes sociaux parce que les chercheurs, sans les gens de métier, sont rien. Les gens de métier, en utilisant les méthodes de recherche, participent à la coproduction de savoir. Et un des enjeux de l'évolution du métier, c'est justement de participer à la coproduction de nouveaux savoirs avec une valeur scientifique, en sciences sociales, en sciences humaines, mais c'est vrai aussi en économie, c'est vrai aussi dans des sciences plus dures. Donc dans nos métiers, c'est plutôt... moi je trouve ça, c'est ce qui me stimule le plus, c'est qu'on est tous un peu des praticiens cherchants, voire des praticiens-chercheurs. Suffit qu'on ait été un peu formé dans le cadre d'un Master 2 ou d'un truc comme ça à la recherche en sciences sociales et en sciences humaines. Du coup, on peut participer, à partir de nos expériences, à de la production de savoir scientifique, quoi. Donc évidemment que ça participe à créer un métier. Je vais juste terminer sur un truc. J'ai accompagné, moi, l'universitarisation des métiers d'infirmière. Donc, en 2009, il y a eu un décret qui disait les gens qui font un diplôme d'infirmière dans les IFSI, avant, ils avaient un bac plus 2. Ils ont voulu s'aligner avec des règles européennes et tout. Ils ont dit non, maintenant, ils auront un niveau licence. Et donc, dans le cursus, on va mettre un petit peu d'apprentissage à la recherche. D'accord ? Ah oui, puis on va faire comme aux États-Unis ou au Canada. On va créer un doctorat de soins infirmiers. J'ai vu ça de l'extérieur, j'ai trouvé ça super jubilatoire. Vous allez comprendre un peu la fin de mon propos. Quand à un moment donné, en France, et ça existe depuis 2 ans, il y a un doctorat de soins infirmiers, les médecins dans les hôpitaux se sont dit « Putain, on va voir arriver des experts qui vont se former, qui vont faire des thèses sur le soin infirmier, alors que nous, on est des spécialistes. Les réseaux de médecins ont freiné des cas de fer en disant on ne veut surtout pas qu'il y ait développement d'un doctorat en soins infirmiers. Parce que la puissance d'un métier, la force d'un métier se regarde du point de vue de la manière dont se produit des connaissances sur le métier. Vous et moi, parce que moi je me sens... C'était les sociologues qui bossaient sur c'est quoi être... D'ailleurs, il y a Saint-Saulieu et tout. Il y a une sociologie de l'intervention. Il y a des gens qui vous ont regardé et puis qui ont dit tiens,
Oh bah c'est comme ça, consultant et tout, puis un petit peu comme ça. Ça marche plus, ça. Ça, c'est la fin des années 90-2000. Aujourd'hui, c'est les consultants, praticiens, chercheurs qui travaillent dans des communautés pour produire des savoirs sur leur propre profession, mais également sur la marche du monde. Donc ça, c'est quand même un truc pour demain qui est hyper important parce que je trouve ça ambitieux. Et c'est chouette d'avoir cette ambition-là, c'est-à-dire que ce sont des métiers normalement très qualifiés, avec des gens qui sont dans une démarche pas seulement de faiseurs, mais également de producteurs de connaissances. Pas seulement de compétences, mais également de connaissances. Et, enfin, je trouve que c'est une voie qui est hyper stimulante pour les années à venir. Si, alors, du coup, quand tu as présenté les ateliers tout à l'heure du réseau, ma fille fait de la com politique. Elle a tout fait en alternance, mais elle a fait de la com politique. Donc évidemment qu'elle a travaillé sur tout ce qui est stratégie de lobbying, d'influence, etc., etc. J'ai l'impression que pour accompagner un mouvement de professionnalisation, il faut des réseaux comme les vôtres, donc qui organisent une stratégie de professionnalisation, mais qui soient aussi dans des stratégies d'influence et de com. Et pour le coup, quand tu soulignais la nécessité d'être dans une com, pas que marketing, sinon c'est du flanc, mais dans une com un peu politique d'influence, ça c'est une réponse. Donc la structuration des réseaux, la manière dont ils professionnalisent ces fonctions-là, ça c'est une première réponse, mais pas que. Il y a un élan qui est évidemment celui de la professionnalisation des acteurs. Donc ça c'est une première réponse. Sur l'ubérisation, là, moi je pense que je suis d'Orléans, enfin je suis la région centre, mais quand tu parlais d'ubérisation et que tu me dis contrer, donc j'ai fait un peu de judo quand j'étais jeune. Moi, pour l'ubérisation, je ne le vois pas comme quelque chose qu'il faut contrer. Je le vois plus comme quelque chose, parce que ça renvoie aux travaux de Julien. Quand tu me pousses, il ne faut pas que je te pousse. Quand tu me pousses, je te tire. Et quand tu me tires, je te pousse. C'est-à-dire que je vois les mouvements non pas comme des empêchements, mais comme des opportunités d'avancer. Donc j'ai l'impression, si on est d'accord avec ça, la question c'est en quoi ou comment ce phénomène actuel qu'on appelle l'ubérisation, qui est quand même en gros défini, parce que c'est super, enfin, je trouve que c'est intéressant de ce que ça dit de la marche du monde dans la transition. C'est un algorithme qui, entre un offreur et un demandeur de service à l'échelle de la planète, dans un temps ultra court, va mettre des gens en relation. Dans nos métiers, ce qui est un peu plus gênant dans l'ubérisation des métiers d'accompagnement, c'est quand à un moment donné, des organisations ne vivent plus le risque, par exemple, d'engagement RH et font porter auprès de consultants le risque et les utilisent de manière un peu, mais comme les mecs qui vont servir les trucs. Enfin, le risque, l'ubérisation à tout prix, c'est de précariser et de prolétariser le métier. Donc la question là, c'est de se dire, nous, excusez-moi, on va se faire un petit peu du bien, on est quand même, on n'est pas l'aristocratie ouvrière comme les compagnons du devoir, mais on a de la compétence et tout, et donc on ne se laissera pas être maltraité pour faire de la livraison de prestations à vélo et hiver comme été et tout, parce qu'on ne va pas se laisser précariser. Mais c'est comment on utilise ces nouvelles manières de travailler comme point d'appui pour et moi je n'ai pas la réponse, hein, comme point d'appui pour continuer de se développer. J'ai l'impression que ce qui est en train de se passer là, par rapport même, alors là quand même j'ai un référentiel qui est assez large, mais on voit bien que quels que soient les secteurs professionnels, la question du travail et des organisations de travail et de leur finalité économique est un modèle passé. C'est vraiment, et ça j'ai l'impression qu'il faut qu'on le comprenne, notamment vis-à-vis des générations futures. C'est-à-dire que la question d'oiko, de l'écho, de ça, c'est un élément, mais il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant. Et j'ai l'impression qu'il va falloir l'entendre pour gérer des problématiques de pénurie dans certains secteurs, parce que si on continue de penser comme ça, on est à côté de la plaque. Moi, j'étais hyper surpris, donc dans le cadre de nos masters, on a à la fin de chaque année, on a on appelle ça des commissions d'amélioration. C'est la loi qui nous oblige. Et j'entendais une jeune collègue, elle a 38 ans, et je pense qu'elle est déjà vieille. Elle parlait du taux d'insertion, parce que nous, les masters, ils sont renouvelés tous les 4 ans dès lors qu'il y a du boulot, il y a du machin, ça correspond à la demande par rapport au métier, quoi. Et donc on fait d'ailleurs des recherches, et du coup elle était là, donc Anne-Gaëlle était là, elle dit, oui, donc gna gna gna, alors c'est vrai que par contre, il y a très peu de CDI, et je me suis dit, mais attends,
l'idée du CDI, mais l'idée du CDI, quand tu vois certains métiers et tout, c'est un truc de... Je suis désolé, hein, enfin moi je suis pas antisocial, hein, mais l'idée du CDI, ça c'est un truc d'avant, quoi. Je voulais peut-être terminer sur la question du travail. Parce que là, l'ubérisation, ça renvoie aux questions d'évolution des structures de l'emploi, des modes d'emploi. Il y a un truc, d'ailleurs, il y a une putain de loi de travail, et à aucun moment n'a été mis au travail le travail. Moi, j'aime bien la définition qu'en donne Hannah Arendt du travail. Elle dit le travail, vous allez comprendre rapidement, le travail, depuis la nuit des temps, depuis que les femmes et les hommes sont debout, c'est, hop, la nécessité. Il faut se bouger le derrière pour casser la croûte, être protégé et pas se faire bouffer par les autres. Donc il y a quelque chose dans le travail, dans ses origines, de pas du tout romantique. C'est de la nécessité. La fin du mois égale la fin du mois. Moi, je pense que là, ça craint là, par rapport aux gens qui tirent le diable par la queue, parce que bosser essentiellement pour casser la croûte, au XXIe siècle, c'est pas possible. C'est pas possible. Et dans les pires périodes, quand on en revient là, c'est pas possible. Surtout qu'on a un mouvement de fond d'une jeunesse qui arrive et qui veut pas bosser pour ça. Ça, il faut qu'on le comprenne. C'est-à-dire qu'avant, tu disais, bah tiens, je vais t'attirer. Non, de ta thune, je m'en fous. Moi, je veux pas ça. Hannah Arendt, elle donne une deuxième dimension au travail. Elle dit, le travail depuis la nuit des temps est juste l'occasion de faire société. Mais j'adore. Le travail, quand on va dans une organisation, quand on se fait visage humain le matin en se débarbouillant, j'adore le mot débarbouiller, en se débarbouillant et tout juste pour être... Bah là, on tisse du lien. Il y a un lien qui participe à faire société. Et on fait société quand on travaille. Donc là, je parle bien du travail, alors qu'il soit même bénévole, associatif, politique, tout ça, c'est du travail. Pourquoi c'est du travail? C'est parce que ces relations dont on parle permettent de faire un troisième point que définit Hannah Arendt, c'est l'œuvre collective. Les gens qui bossent juste pour casser la croûte ou juste pour faire société, il leur manque un bout si à un moment donné, dans le développement de leur conscience, ils n'ont pas quelque chose qui dit « putain, je participe à quelque chose qui est plus grand que moi ». Et donc du coup, alors c'est facile à dire comme ça, mais les gens qui sont heureux au boulot, c'est des gens qui se bougent un peu le derrière, ok, mais ils ne passent pas 90% à se bouger le derrière, sinon c'est juste pas possible. Non, ils sont aussi là pour faire société, parce que du coup ça les nourrit, il y a de la réciprocité, mais surtout, ils ont conscience de participer à quelque chose de plus grand qu'eux, quoi. Et ils ont conscience qu'ils sont en CDD, et que bah, du coup, il arrivera un moment, peut-être, alors je pense que c'est aussi une des fonctions des consultants, bah, il va falloir être un peu passeur, traducteur, et puis lâcher un peu les trucs en disant, bah, je crée les conditions pour que le monde continue d'advenir. Et donc, par rapport à l'évolution du travail, je pense que si on veut vraiment être postmoderne, comme dirait Maffezoli, il faut qu'on arrive nous-mêmes à se décentrer de ça, parce que c'est pas comme ça qu'on va les toper, les jeunes, dans des métiers en hypertension. Et donc, il y a quelque chose là qui est peut-être pour conclure, qui est au cœur, qui va être au cœur des problématiques d'accompagnement, ça va être la question du sens. Il n'y a pas de théorie du sens en sciences sociales et en sciences humaines. Le sens, c'est, putain, mais où on va ? À quoi je sers et quel sens je donne à ma vie. Et on est tous aussi un peu pris là-dedans, on ne va pas se mentir. À un moment donné, celui qui ne se pose pas la question de à quoi il sert, et j'ai l'impression quand on est consultant notamment après 40 ans, pour voir si je vais perdre personne, 30-40 ans, tu es consultant, tu es là, tu as besoin d'être reconnu, tu as besoin d'avoir ta place, donc tu es prêt à bouffer même dans une gamelle qui ne serait pas la tienne. Et puis après, tu dis, non, attends, je vois bien à quoi je sers, j'ai plus de problème de positionnement. Et du coup, je suis un peu, comme dirait Lao Tse, 50 ans, 45 pour les plus jeunes, et des fois 40 ans, 50, je suis devant la voie, je me pose plus trop de questions par rapport à ce qui me constitue, je suis centré. Et moi, j'ai l'impression que le consultant demain, peut-être qu'il devrait être centré à partir de 35 ans. Quoi. Donc, on peut dire qu'on est un peu l'écosystème du territoire, en termes de CPC, notamment. Bien sûr. Et on contribue à ça. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Bah écoute, merci beaucoup. On peut l'applaudir parce que j'espère que ça vous a plu.